Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 35e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Bluetosh. Comment vas-tu? Eh bien ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler des dernières sorties SVOD, car nous n'avons pas la chance d'être à Cannes pour vous parler de tous les films présentés. Et une chance, parce que ça a l'air d'être assez éreintant de voir 6 films par jour pendant 2 semaines. Bref, nous allons vous parler d'un film de super-héros français sorti sur Netflix, d'un film de science-fiction américain sorti sur Prime Video, et nous terminerons par un thriller américain disponible sur Netflix. Nous allons commencer directement par comment je suis devenu un super-héros. Comment je suis devenu super-héros sorti le 9 juillet sur Netflix. Après les films DC et autres Marveleries dont on aura la chance de vous en reparler un peu plus tard sur la chaîne, la France s'est lancée dans un film de super-héros destiné à l'origine. Pour la salle, le film s'est fait racheter par Netflix à cause d'une petite pandémie dont vous avez sûrement pas entendu parler. Le film raconte l'histoire d'un policier cherchant un cartel distribuant de la drogue, transformant les usagers en super-héros, et ces derniers commettent quelques délits et méfaits. Le policier, l'enquêteur plutôt, devra donc remonter la filière, et ça ne va pas se passer comme prévu. Comme je l'ai dit en introduction, le film essaye d'imiter, de retranscrire les codes du super-héros en ne copiant jamais sur les Américains cependant. Il arrive à créer un univers crédible, réaliste, dont on a l'impression de le connaître, et je dis pas ça de manière péjorative, je parle juste d'à quel point l'immersion est bonne. Le film pousse ses détails par moments assez loin, et ça en fait un film intelligent pour ses détails, mais aussi pour sa lucidité, et j'y reviendrai. Mais aussi pour ses personnages qui sont tous très complexes, très humains, et donc très attachants. Poulvord joue avec beaucoup de justesse un rôle mélancolique, comme d'habitude j'ai envie de dire, enfin comme souvent. Ponce, quant à elle, a un rôle assez espiègle et qui fonctionne assez bien en duo avec Marmaille, qui lui joue un rôle de policier tantôt désinvolte, roublard, voire nonchalant. Ce dernier justement lit les thèmes du film de façon très homogène, comme un réel moteur de l'intrigue, qu'il est d'ailleurs. La DA est très belle quand elle n'est pas kitsch. Je disais que le film était lucide et c'est le cas. Il comprend assez bien ses faiblesses, comme les rares de bastons qui sont rushés et assez mal découpés, ces sous-intrigues qui sont soit très peu exploitées, soit étirées jusqu'à la fin, mais ces défauts ne sont que peu présents. Mais toi, quel est ton avis? Eh bien, déjà, je trouve que la grande force de ce film, c'est principalement son originalité. Tu avais parlé déjà que le film, bien que c'était un film de super-héros, essayait le plus possible de ne pas se plier au code des films de super-héros classiques américains dont on a l'habitude avec les DC ou les Marvel, qui sont globalement les références quand on parle de films ou même d'œuvres de super-héros. Malheureusement. Bah, pas forcément malheureusement si les personnes aiment bien ces films, et globalement, beaucoup des films DC et Marvel sont bons. En tout cas, je trouve. Même si je sais que toi et les films Marvel, c'est pas vraiment une histoire d'amour. On y reviendra une prochaine fois. Potentiellement la semaine prochaine, mais je ne vais pas spoil. Ces films-là, donc Marvel et DC, sont toujours des films à gros budget, et même à très gros budget pour certains, et d'ailleurs aussi des très gros succès au box-office, mais ça c'est une autre histoire. Et ici on a globalement une œuvre avec un budget bien réduit par rapport à ces films Marvel et DC, notamment à cause du fait que le film est français, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et du coup le film doit essayer de s'arranger avec ça, ce qui donne en fait un film beaucoup plus réaliste, avec des enjeux, des méchants et même des pouvoirs beaucoup plus réalistes d'une certaine manière. Et ça change vraiment pas mal des films de super-héros dont on a l'habitude. L'univers est d'une certaine manière plus sombre. Après, c'est pas forcément sombre, mais t'as utilisé un adjectif que j'aimais bien, c'était l'adjectif mélancolique. Je trouve que c'est une bonne manière au final de décrire cet univers fort réaliste, et à la fois avec pas mal d'éléments de fantastique qui sont les pouvoirs des super-héros. Et c'est un point de vue qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir dans les films de super-héros, et un point de vue qui fait vraiment du bien. On a également un point intéressant dans le film, c'est le fait qu'on suit un flic qui n'a pas vraiment de pouvoir et qui doit traquer lui des super méchants en respectant en plus d'une certaine manière la loi. Bon, le film traite pas spécialement de cet aspect-là. Le film traite du sujet d'une manière très intéressante.
Après, le film est aussi intéressant sur un deuxième angle, enfin original plutôt sur un deuxième angle. C'est que le film est un film de super-héros français. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans des films français. C'est peut-être même une des premières œuvres du genre de super-héros avec vraiment des super-pouvoirs variés. Je crois qu'il doit y avoir quelques œuvres françaises de super-héros, mais globalement c'est plus une, voire deux, trois personnes qui ont des super-pouvoirs. Et c'est souvent des super-pouvoirs pas très fantaisistes, genre de la super force ou des trucs très basiques. Et globalement, ça change vraiment d'avoir comme ça un film français qui a réellement des éléments fantastiques et qui est beaucoup plus intéressant au final qu'à regarder que juste enfin pas forcément plus intéressant, mais qui est vraiment différent des trucs classiques. Normalement, habituellement, les films français c'est soit de l'horreur, soit de la comédie. Parfois, il y a d'autres films aussi, mais globalement, on reste beaucoup dans ces deux thèmes-là, et avoir des films différents fait vraiment du bien. Enfin, voilà, le film est très sympa, et sa force, c'est principalement son originalité. Il a quand même quelques défauts, notamment un des défauts que j'ai trouvé le plus gênant, c'était son méchant, qui est vraiment pas ouf, voire même très nul. On a un antagoniste qu'on n'a pas du tout envie de retenir, tellement il est chiant. Mais, enfin... En fait, on a l'impression que l'antagoniste a voulu être fait sous une teinte d'humour d'une certaine manière, sauf que je trouve que ça a beaucoup moins bien marché par rapport au tout le reste du film qui ne reprend pas du coup les codes du cinéma américain de super-héros. Le film a d'autres petits défauts, notamment sa lenteur dans la plupart des scènes, même celles d'action. Mais après, même comme ça, le film reste très bon et les scènes d'action aussi sont très bonnes, ce qui est d'ailleurs assez rare pour un film français. Même si elles sont un peu lentes, mais ça, elles ne sont pas parfaites, mais elles restent correctes. Enfin voilà, pour moi le film est vraiment très chouette et je vous le conseille. Vraiment, il change pas mal des films de super-héros classiques. Et j'aimerais bien que le cinéma français se diversifie un peu plus de cette manière-là. Mais toi, tu as quelque chose pour conclure ? Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, déjà, je suis assez d'accord sur l'antagoniste. Il est assez caricatural, mais je pense que c'est hérité de la filiation du film qui est à la base une bande dessinée, je crois. Non, un roman. Je crois que c'est un roman. Mais je voulais revenir sur le fait que tu considères qu'il n'y a que des comédies et des films d'horreur en France. C'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des drames et des thrillers, mais c'est vrai que c'est l'un des premiers, un film de super-héros depuis assez longtemps. Je crois que le dernier c'était il y a plus de 50 ans, si je ne me trompe pas. Après bon, je n'ai pas la science infuse, mais ça fait plaisir, oui. Je m'attendais assez à ce que la mode de super-héros américaine arrive tôt ou tard en France, et je suis assez surpris, agréablement surpris. Et je voudrais conclure en disant que ce film est assez ludique, fort en émotion et très plongé dans les conflits humains par des personnages aussi bien écrits qu'excellemment interprétés. Et je crois qu'on vous conseille tous les deux ce petit film français. Oui, globalement, on est plutôt d'accord sur ce point. Je crois qu'on va être assez d'accord pendant cette sélection. En effet, il me semble aussi. Mais cassons directement le suspense et passons au second film de la sélection, Tomorrow War, sorti le 2 juillet en 2022 lors du mondial de foot. Eh bien, lors du mondial de foot, une bande de soldats du futur débarque pour annoncer que l'humanité perd une guerre contre des extraterrestres. Chris Pratt sauvera-t-il le monde ? Le film est réalisé par Chris McKee, le réalisateur de Lego Batman le film ou de Robot Chicken. Le film a été développé par Skydance et Paramount et devait sortir en salle, mais pour cause de pandémie, lui aussi, Prime l'a racheté pour 200 millions de dollars. Quel est ton avis sur ce film, Blue Torch ? Eh bien, clairement, le film n'est pas ouf, et il est même plutôt mauvais. Déjà, il a un manque profond d'originalité. Et même si le film au final n'est pas forcément prévisible, genre le film m'a surpris par moments dans ses actions, eh bien le film reste pas du tout original et transpire le déjà vu, allant même jusqu'à son héros qui est vraiment le cliché type du héros américain. C'est un ancien vétéran de l'armée qui s'est reconverti et qui est père de famille. Plus classique, tu n'as pas, je pense. Évidemment, c'est un homme blanc, un acteur connu, voilà, bon, ça c'est pour rajouter au manque d'originalité. Voilà, même en excluant son manque d'originalité, le film a beaucoup d'éléments qui sont mauvais. Déjà, il est long, et il est vraiment pas long dans le bon sens, là où des films comme Justice League de Snyder étaient
long mais très intéressant parce qu'il développait pas mal certains personnages ou que des films comme Le Seigneur des Anneaux sont également longs mais très, très intéressants. Là, le film est long, mais on a l'impression que les 30-45 dernières minutes ont juste été rajoutées pour mettre de la longueur au film inutile, alors que le film avait limite une bonne conclusion et aurait été bien meilleur sans cette partie de 30-45 minutes, qui est pour moi en tout cas quasiment inutile, à part renouer des liens totalement osef entre le personnage principal et son père, ce qu'on s'en bat globalement les couilles. J'avais vraiment juste l'impression que le film voulait rajouter un dernier élément d'intrigue, et c'est donc dit que c'était bien de rajouter encore plus de temps à un film qui était déjà... Pardon, il n'était pas si long sans cette partie-là, mais il était déjà quand même assez long. On a aussi les créatures du film qui sont globalement vendues comme étant cauchemardesques. Si on les voyait, on voudrait plus du tout aller dans le futur pour essayer de le sauver. Et globalement, quand on voit les créatures après, on dit bah effectivement elles sont cauchemardesques, mais pas tant que ça. Et les voir aurait pas forcément beaucoup plus dissuadé les gens de venir que de savoir qu'il y avait déjà 30% de personnes qui revenaient à chaque fois du futur, et elles ne sont pas non plus si surpuissantes que ça, dans le sens où un gars avec une mitraillette, à partir du moment où il s'est un peu visé, il sait 1v1 une créature. Elles tirent principalement leur force de leur nombre, un peu comme des zombies, mais quand même beaucoup plus puissants que des zombies. On a aussi les actions de certains personnages qui sont globalement assez débiles pendant la plupart du film. Pas mal de points d'intrigue du film qui sont pas du tout intéressants ou qui sont même pas du tout logiques. On a à un moment donné, ils veulent créer un espèce de poison pour les créatures. Ce genre de truc, ça prend quand même du temps à faire. Et les gars, ils le font en une nuit en disant qu'ils ont à peu près des milliers de possibilités à tester pour avoir le bon séquençage. Mais ça va, en une dizaine d'heures, c'est plié et on est bien. Enfin voilà, pour moi le film est clairement pas bon. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est globalement bien rythmé. Et à partir du moment où t'as 2h30 à perdre, tu peux ne pas te faire trop chier en le regardant. Je sais pas jusqu'à dire que tu peux l'apprécier, parce que là, ce serait assez loin, mais voilà. C'est quand même une maigre compensation pour ce film qui peut, pour moi, juste être rangé dans la case poubelle. Très bien, ce film est aberrant et débile. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire. N'hésitez pas à voter en commentaire si mon imitation de Sarkozy est meilleure que celle de Dujardin dans Président. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur Bleutorche. Horrible, je suis vraiment nul. Bref, les scènes de dialogue sont interminables et beaucoup trop présentes dans un scénario où tout est souligné en permanence. Tellement qu'on dirait que c'est un film fait pour les débiles. Le film a un voyage temporel, mais il esquive le paradoxe temporel, créant des paradoxes scénaristiques d'une rare bêtise. Pas de chance, les gars. Les seuls enjeux du récit sont des daddy issues. Pas de chance, les gars. Le film est beaucoup trop long, comme tu l'as dit. Il fait 2h18 et non 2h30. Mais c'est trop long. Ça se justifie à partir du moment où tu as une histoire et ou des personnages intéressants. Et là, pas de chance, il n'y en a aucun des deux. Les créatures sont génériques, mais assez efficaces. Les sidekicks rigolos m'ont énervé quand même pas mal. Surtout dans l'escalier. J'ai franchement trouvé ça très 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 ridicule. Le film se vend comme un film d'action, mais il n'y en a pas. Ça se rapproche plutôt d'un drame avec sa quantité de daddy issues. Le film cite des films tels que Terminator, Starship Trooper, Minority Report, La Guerre des Mondes, Edge of Tomorrow, mais sans rien comprendre de ces films. Et je trouve ça assez honteux. Et je vais conclure en disant qu'il a 2 fois 30 secondes de fun dans le film, et c'est tout, sur 2h18, donc je vous recommande de ne pas le voir et de passer votre chemin. Une dernière chose à rajouter, Bleutorche? J'aimerais revenir sur un point que tu avais cité, qui était les paradoxes temporels. Je trouve que justement l'esquive du film des paradoxes temporels fait que il évite justement d'en créer trop, là où le film, vu la manière dont il voyage dans le temps, pourrait vraiment créer beaucoup de paradoxes temporels. Et pour le coup, je trouve que c'est un point assez bien réussi niveau scénario, c'est que malgré le fait que le film utilise les voyages dans le temps, ce qui est en général bourré de paradoxes temporels ou de faits scénaristiques, là le film arrive globalement à faire un truc plutôt cohérent au niveau des voyages dans le temps
Après voilà, ça n'enlève rien en fait que le film est mauvais et qu'il ne faut pas aller le voir. Mais sinon, je voulais quand même le défendre un peu sur ce point où tu l'as un peu détruit. Non, j'ai juste dit qu'il esquivait le paradoxe pour créer des paradoxes scénaristiques d'une rare bêtise. Et je pense notamment à la raison pourquoi Chris Pratt est envoyé dans le futur. C'est vachement débile. Mais soit, passons au troisième et dernier film de cette sélection, The Social Network. On suit l'histoire de Mark Zuckerberg à travers différentes déclarations de procès qu'il fait pour ainsi reconstituer toute l'histoire de Facebook, de sa création à sa place d'honneur dans la vie quotidienne de tout le monde. Le film a été réalisé en 2010 par un certain David Fincher et écrit par un certain Aaron Sorkin. Aaron Sorkin dont on vous a déjà parlé sur la chaîne avec Les 7 de Chicago, je crois que ça s'appelait. Le film est très bien écrit, avec beaucoup de sous-entendus, des caractérisations implicites et une certaine vitesse de dialogue qui permet de capter l'attention du spectateur et de façon très efficace. La réalisation est tout aussi subtile, mais rajoute des illustrations très intéressantes du scénario, permettant ainsi au spectateur le moins initié à l'informatique de comprendre ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, le film fait régulièrement des bonds dans le temps, mais le spectateur ne se perd jamais. Le film parle autant de l'apparition de Facebook que de la révolution numérique ou de la morale et même de la politique. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch ? Eh bien déjà j'ai pas spécialement grand chose à dire dessus, principalement parce que c'est un biopic et que en général je n'ai pas grand chose à dire sur les biopics, même si en général je les aime bien. Mais voilà, ici c'est clairement un film que j'aime bien et un film d'ailleurs que si Divan ne l'avait pas choisi pour un rendez-vous ciné, j'aurais sûrement fini par le recommander dans un rendez-vous ciné. Déjà le scénario est plutôt pas mal. Bon après on peut se dire c'est une biopic donc il y a juste à reprendre les faits qui se sont passés et il n'y a pas spécialement grand chose à dire dessus. Sauf que, évidemment, vu que c'est un film, le scénario est romancé. Et ici, il est plutôt bien romancé tout en gardant son côté très réaliste au point où on pourrait limite se dire que tout s'est passé globalement exactement comme ce qui a été dit dans le film. Mais aussi, le film ne raconte pas tout. Le film se passe sur une longue période, plusieurs années, mais pas non plus une période non plus trop longue dans le sens, c'est pas dit dans le film, le moment où il y a entre le procès et la création de Facebook, mais on comprend bien par tous les événements qui se déroulent et l'expansion à côté de Facebook que il y a eu peut-être même jusqu'à 10 ans qui se sont écoulés et le film arrive à très bien condenser ces 10 ans en un film et à le rendre très agréable à le voir. Sinon, tous les trucs dans ce film sont très réussis, je trouve, notamment le jeu d'acteur ou encore la réalisation. Et ça fait vraiment du bien, notamment certains acteurs comme Jesse Eisenberg. Justin Timberlake, je pensais, mais Jesse Eisenberg aussi. En fait, les trois acteurs principaux qui sont sur l'affiche d'ailleurs, ici, sont vraiment les trois acteurs qui jouent le mieux, même si les autres jouent également très bien, notamment je pense à l'ex de Jesse Eisenberg qui a très peu de scènes globalement. Elle en a une au début et quelques autres dans le film où elle apparaît, mais elle a très peu de scènes et pourtant elle joue vraiment bien et elle a un réel impact dans le film. Enfin voilà, le film est pour moi excellent. C'est c'est un film que j'ai vu beaucoup d'ailleurs. C'est un film, ça devait être là au moins la 5e fois que je le voyais ici et je le conseille vraiment. Surtout si vous aimez les biopics en général, parce que c'est vraiment un très bon biopic. Voilà. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un film très intéressant, complexe et à rattraper obligatoirement, car c'est l'un des meilleurs films sortis pendant la décennie 2010-2019. Et donc, n'hésitez pas. Et voilà, c'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presque qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne. Merci à Blue Torch d'avoir participé. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de cinéma. À la semaine prochaine. Salut. À plus.